et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire un update de mes lectures et un bilan en fait de toutes mes lectures du mois de février. Il y en a pas mal. Donc on va pas attendre plus longtemps et on va commencer tout de suite. Au niveau des chiffres en général, j'ai lu 11 livres. Dont 2 livres audio, donc j'ai lu physiquement 9 livres et j'ai également fait un abandon. Malheureusement, je vous en parlerai, surtout qu'en plus je suis un petit peu triste d'avoir abandonné ce livre, mais bon. On s'était dit en début d'année que quand on n'aime pas, on arrête, on ne se force pas, ça ne sert à rien. On continue cette résolution. Au niveau de mes autres goals pour l'année, j'ai lu la non-fiction, j'ai écouté les livres en audio et j'ai lu de la VO ce mois-ci. Donc au final, on continue sur la même voie. Voilà, on est bien, tranquille. Parmi toutes ces lectures, je dirais que plus de 50%, à peu près 60% de mes lectures étaient de la fantasy. Ce qui est pas étonnant parce que c'est mon genre principal, mais j'avoue que ce mois-ci c'est particulièrement élevé par rapport aux autres. Je peux pas trop l'expliquer. Par contre au niveau de mes notes, le mois de février a été quand même moins bon que le mois de janvier. Plusieurs lectures décevantes, donc bon. On repart à zéro pour mars, hein. J'espère avoir une meilleure lecture, parce que je peux pas dire un meilleur rythme de lecture, parce que j'ai lu plus de 4000 pages, qui est juste... je comprends pas comment c'est possible, en 4 semaines, mais bon, bref. Mais de meilleures lectures, parce que... j'ai revu des choses dans mon organisation de vidéos, dans mon organisation de lecture, parce que j'ai plus envie de faire de bonnes lectures plutôt que des lectures que j'ai parce qu'il faut que je les lise. Voilà, on va dire ça. On va découper ce moment de partage de mes lectures de février en 3 temps. Premièrement, je vais vous parler de l'abandon tout simplement que j'ai fait, parce que comme ça on n'en parle plus, c'est fini, c'est passé. Ensuite je vous parlerai de mes livres audio et ensuite on passera à toutes mes lectures physiques. En ce qui concerne l'abandon, vraiment c'est très triste puisqu'il s'agit des Jardins de la Lune de Steven Erikson. C'est la version qui est publiée au livre de poche qui vient de sortir, qui est d'ailleurs très belle, hein. Franchement au niveau de la couverture ils ont fait un super travail. Je l'ai reçu dans le cadre du prix des lecteurs sélection imaginaire. Et bah je me suis arrêtée, je sais pas si vous voyez parce que j'ai bien enfoncé le marquage, mais je me suis arrêtée là. Je pense que je peux parler au nom de quasi tous pour dire que ça n'a pas été une lecture incroyable. Parce que on a tous soit abandonné, soit eu un goût un peu amer dans la bouche. Moi j'ai vraiment hésité à l'abandonner parce que c'est vrai que je le lisais assez rapidement. Mais je prenais aucun plaisir à lire. Vraiment aucun plaisir. C'était un petit peu, il fallait que je le lise. Et en plus c'est 10 tomes, je crois qu'elle fait 10 tomes cette saga. Et si déjà aux 300 premières pages, puisque j'ai attendu 300 pages quand même, j'en ai marre, qu'est-ce que ça va être au 10e tome? C'est très difficile de vous faire un résumé de ce livre, tout simplement parce que il n'y en a pas vraiment. Comment dire, c'est un univers où il y a une guerre entre notamment l'Empire Mazaléen et comment il s'appelle? Je ne sais plus. Une équipe en fait de mi-sorciers, mi-soldats qui peuvent prendre l'apparence d'autres personnes. Enfin, en gros, il y a un peuple qui fait la guerre à l'Empire Mazaléen qui est... on va dire conduit par une impératrice qui s'appelle Luzen je crois, et on suit à la fois des soldats de l'Empire Mazaléen, on suit aussi, je crois que c'est, je sais pas si c'est des chasseurs d'ombre, mais il y a ombre dans le truc, avec donc ces espèces de sorciers soldats, on suit une autre sorcière mais qui elle est dans le camp des Mazaléens, enfin en fait on suit trop de personnages, clairement on suit beaucoup trop de personnages et de points de vue. Genre vraiment je crois qu'il y a au moins 6 points de vue différents et à chaque fois on nous présente 15 personnages quasiment hein, à chaque point de vue. Ce qui fait que bah pour suivre déjà franchement c'est pas évident, mais en plus moi je suis désolée mais je m'attache pas aux personnages en fait. Je m'attache pas du tout aux personnages parce qu'il y en a beaucoup trop et en plus je veux dire sur 300 pages je vous dis j'ai rencontré une centaine de personnages et bah du coup j'ai pas eu le temps de les apprécier et en fait je pense le truc qui m'a fait avoir envie d'arrêter c'est que pour un des personnages il arrive un truc qui normalement vous êtes censé faire oh non
il va pas faire ça, son personnage, pas maintenant, comment ça se fait? Et moi je l'ai lu et j'étais là genre, ok, page suivante. Mais littéralement, hein, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Alors que c'était censé être genre l'événement de, voilà, de ce début de roman. Et moi clairement ça m'a laissé de marbre. Et c'est là que je me suis dit vraiment, pose-toi des questions quand même. Est-ce que t'as vraiment envie de lire ce livre? Après, moi, il y a un autre truc qui m'a dérangée, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas de lien entre les différentes scènes. Ce qui fait que, ça manquait de logique pour moi. L'auteur dit dans sa préface très humblement que presque il faut être très intelligent en gros pour lire ce livre. Bon. C'est soumis à interprétation, chacun pense ce qu'il veut. Moi j'en ai lu de la fantaisie adulte et je retrouve pas du tout les choses que je reproche à ce bouquin. Je pense qu'il est pas fait pour moi et qu'il est fait pour une poignée de personnes qui... Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit que apparemment il l'avait conçu un petit peu comme une partie de Donjons et Dragons. Et peut-être que du coup les personnes qui sont familières à ce jeu, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais joué, d'ailleurs j'aurais bien aimé, parce que je trouve le concept super sympa, peut-être qu'elles peuvent s'y retrouver, peut-être qu'il faut plusieurs tomes avant d'être vraiment dedans, je sais pas, mais en tout cas pour moi ça l'a pas fait. Je pense pas que c'est un mauvais récit, je pense juste que c'est un récit où il faut aimer l'action et pas forcément les personnages. Moi je pense que j'aime trop le développement des personnages pour apprécier cette histoire, parce que pour moi les personnages sont absolument pas creusés et juste en fait ils font des actions. Et j'aime pas trop cette manière de romancer en fait. Donc voilà, c'est pas fait pour moi. C'est pas un mauvais livre, hein. La preuve, il a quand même eu 10 tomes, il y a des fans, il y a des gens qui sont pas fans du tout, mais je veux dire, il y a une communauté, il y a un public, clairement, juste ça fait pas partie des choses que moi j'apprécie dans un livre. Donc voilà, malheureusement, le premier de cette sélection, ça a été un échec. C'est pour ça que ça me rend un peu triste, parce que... En plus, il y en a qu'un par mois, donc forcément, quand le livre que vous recevez, vous avez trop envie de le lire, et puis c'est une déception totale, vous êtes là genre... Mais bon, j'ai foi, parce que celui de février, à mon avis, je vais le surkiffer. Faut pas trop que je dise ça, sinon je vais me porter la guigne, mais... je pense que ça va être. Ensuite, on va parler de deux audiobooks que j'ai écoutés en anglais. Ce sont deux audiobooks VO. Donc si jamais vous voulez vous en foutez, vous pouvez passer. Mais je vous le conseille pas parce que dedans il y a une pépitas bravasse. Voilà vraiment le truc que j'ai adoré. Donc restez avec. Le premier audiobook que j'ai écouté, c'est un livre qui a été écrit à la base par Stanley Tucci. Stanley Tucci, c'est un acteur, je vous mets sa photo, parce que si jamais je vous dis juste son nom, personne ne va savoir qui c'est, mais tout le monde l'a déjà vu. C'est pas l'acteur qui fait les plus grands premiers rôles, mais vous avez tous vu cet acteur dans un film, c'est obligé. Et en fait, il est donc d'origine italienne, et il a décidé de raconter sa vie à travers des moments culinaires dans sa vie. Comme l'année où il est retourné en Italie, ou les repas qu'il mangeait avec sa maman, ou les premiers repas qu'il s'est fait tout seul quand il est arrivé à New York, ou le petit-déj qu'il fait à ses enfants tous les matins, enfin voilà. Et en fait, ça s'emboîte super bien, sa façon de manier en fait les deux s'emboîte super bien, il ponctue son récit de certaines recettes, où vraiment il nous donne la recette hein, clairement. Et c'est toujours quelque chose de simple, mais juste avec des bons produits et bien cuisiné, ça rend quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression que c'est un petit peu sa philosophie de vie de base, et vraiment c'était une écoute ultra agréable. En plus, il articule très bien, du coup c'est très facile à comprendre. Vraiment, pour ceux qui aiment la nourriture, je vous le conseille, c'est vraiment un super audiobook. Et c'est très bien réalisé. Le second audiobook que j'ai écouté en anglais et que j'ai... une de mes meilleures lectures de ce mois-ci. Il s'agit de Get Alive Chloe Brown de Talia Hibbert et incroyable, vraiment incroyable ce livre. Je ne comprends pas comment cette série ne peut pas être encore traduite alors qu'elle a un succès au niveau des anglo-saxons, c'est ouf. Je comprends pas que personne se soit emparé de ces histoires. Moi j'y suis allée parce que je suis pas ultra méga fan de romance contemporaine, mais j'adore la rom-com et je cherchais un petit peu le digne héritier de Bridget Jones, parce que voilà, c'est un film qui m'a marqué, c'est un personnage auquel je me suis vraiment identifiée
pendant pas mal d'années, même encore maintenant. Et voilà, je cherchais cette histoire d'amour, mais qui à la fois fait rire et qui est légère tout en étant sérieuse, mais qui est pas cliché, qui se joue des codes un petit peu. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Parce que là, on va suivre Chloé Brown qui est atteinte de fibromyalgie et donc de maladie chronique. Hein. Donc elle est souvent, tout simplement, elle a toujours mal quelque part. Son corps peut lâcher du jour au lendemain. D'ailleurs, elle le dit dans le roman qu'elle s'est déjà évanouie sous la douche. Enfin voilà, c'est dur pour elle. Et aussi, accessoirement, mais ça c'est pas vraiment le cœur du sujet, elle est ronde et elle est noire de peau. Pourquoi je dis que c'est juste accessoire? Parce qu'en fait dans le récit, ça n'a pas d'importance. En fait la couleur de peau, les formes, en fait c'est normal. Ce sont des gens comme les autres et je trouve ça génial qu'on ait vraiment cette représentation où juste les personnes sont comme elles sont et en fait c'est même pas vraiment relevé parce que ça n'a pas lieu d'être, parce qu'on est tous pareils en fait et on est tous des humains, on est tous des personnes, qu'on soit maigre, gros, blanc, noir, et j'ai trouvé ça vachement cool que ce soit représenté comme ça. À un moment ils en parlent légèrement, mais vraiment très très légèrement, mais ça reste pas le cœur du sujet en fait. Et son love interest qui est Red, lui il est blanc et par exemple la question du mixage des races est absolument pas mise en lumière en fait. C'est juste voilà, ce sont deux personnes avec leurs faiblesses, leurs qualités, mais l'accent est vraiment mis sur le fait qu'elle est atteinte de maladie chronique. À part ça, c'est une femme comme les autres et je trouvais ça vraiment cool. Et donc Chloé c'est une femme qui a du mal en fait à avoir une vie sociale, qui est très douée dans ce qu'elle fait mais qui a aucune confiance en elle parce que en fait elle n'a pas confiance en son corps dans le sens où il peut la lâcher rapidement et puis surtout qu'elle est toujours... elle a toujours mal, elle connaît la douleur, c'est son quotidien en fait. Et un jour, elle manque de se faire renverser. Et là, elle va décider qu'il est temps qu'elle vive sa vie. Hein. Quoi qu'il arrive, même si elle a sa maladie, il faut qu'elle vive sa vie. Et du coup, elle va faire une liste de choses à faire en fait. Et pour cela, elle va demander l'aide à son voisin, Red, qui est un biker aux cheveux longs, roux, sexy. Et du coup, entre les deux, va se nouer une relation au début amicale, puis amoureuse. Il y a des scènes un peu olé olé, voilà, mais vraiment c'était une histoire d'amour tellement mignonne parce que vous avez Red qui est genre un amour en fait, c'est genre trop marshmallow en fait, et elle c'est un petit peu la petite nerveuse qui court un peu partout et eux ensemble en fait je les ai trouvés vraiment mignons et c'était drôle. Oh, je me suis pris des fous rires toute seule. Des fois j'étais en train de faire ma vaisselle parce que souvent j'écoute les audiobooks quand je suis chez moi, quand je fais du ménage ou des tâches ménagères, et je me poilais, voilà, toute seule. J'étais en train de rigoler, mon chéri me regardait genre mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est juste drôle. En fait voilà, c'était drôle, c'était mignon, c'était drôle, c'était touchant et j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc j'espère qu'elle sera traduite parce que je trouve ça dommage que les personnes qui ne lisent pas en anglais n'aient pas accès à cette histoire alors qu'elle est incroyable. Bref, voilà. Maintenant, on va passer à mes lectures physiques. Et vu que j'ai un petit peu lâché mes livres comme ça autour de moi, je vais même pas passer dans l'ordre chronologique, je vais les faire comme ils viennent. Et j'en vois deux qui vont ensemble. Il s'agit de Maîtresse de tous les mots et N'écoute que moi de Serena Valentino. C'est la collection Vilain publiée chez Hachette Roman. Et je les ai lus, alors pas la suite, hein, mais j'ai lu les deux dans le mois parce que j'aimerais bien rattraper mon retard pour avoir une série à jour ou terminée, parce que je sais pas si elle est terminée. Ce que j'ai à vous en dire, c'est que j'ai trouvé que Maîtresse de tous les mots était pas très bon. Parce que je trouvais que le personnage de Maléfique avait été totalement changé de ce qu'on connaît, et à la fin quand on retrouvait des scènes qui sont dans le film, je la trouvais presque bipolaire, c'est-à-dire que elle parlait à d'autres personnages qui sont pas dans le film et elle semblait trop gentille, et puis elle parlait au prince et là c'était genre la pire des garces. Enfin, et en fait je trouvais qu'il n'y avait pas de logique là-dedans. Donc celui-là je vais pas m'étendre dessus, je l'ai pas apprécié.
Par contre, N'écoute que moi, qui est donc concentré sur Mergotel, que j'ai lu, bah c'est le dernier que j'ai fini ce mois-ci. Lui, je l'ai trouvé vraiment bien. Parce que, donc comme dans tous les vilains, on va suivre l'aventure du vilain avant tout. Et ce qui doit expliquer pourquoi il est devenu comme ça. Et là, j'ai trouvé que sa backstory était géniale. Elle était super bien réalisée. Tout s'emboîtait, tout était logique, tout avait un sens pour arriver au point de climax du film. Et il n'y avait pas de... Je retrouvais vraiment le personnage que je connaissais. Et c'est ça que j'ai du mal avec les... soit les Twisted Tales, soit les vilains, c'est que parfois je reconnais pas du tout le personnage. Et c'est une dénaturation pour moi. Parce que soit on part dans un vrai retelling et juste on s'inspire d'une histoire, soit on est estampillé Disney et quand même faut garder les bases, faut garder les caractères, faut garder l'histoire de base, enfin voilà, je pense que c'est ça où j'ai un petit peu de mal. Mais en tout cas, vraiment, n'écoute que moi, je l'ai surkiffé. D'ailleurs, merci Margot parce que c'est toi qui me l'as offert pour mon anniversaire l'année dernière, donc tu vois comme quoi je l'ai lu. Voilà, dites-moi vous, quel est, si jamais vous lisez cette saga, quel est le tome que vous avez préféré? Il me reste Les Étranges Sœurs, Cruella et Madame Tremaine, je crois. Il faut que je me renseigne si après c'est terminé, parce que si c'est terminé ça veut dire qu'il me resterait pas beaucoup, surtout que franchement ça se lit super vite. À chaque fois je les lis en 1 voire 2 jours, donc c'est vraiment des petites lectures que je case en fait quand je sais que je vais commencer quelque chose après et que je vais avoir pas beaucoup de temps et du coup j'ai 1 ou 2 jours de latence avant de commencer une lecture commune ou quelque chose comme ça. Donc voilà, celui-là était très sympa. Ensuite on va passer à une autre déception. Je vous dis à chaque fois que, enfin ces derniers temps, que je fais partie du book club Retelling qui a été créé par Fleur de Sureau et Les Affaires de Louise sur Instagram, qui est donc un club de lecture en VO car ça me permet de lire mes livres Fairy Loot. Et ce mois-ci c'était Year of the Reaper de Makia Lucier et... là ça a été une déception aussi, franchement, c'est pour ça que je vous dis, vraiment le mois de février a pas été terrible. En fait, ici on va être dans une espèce de fantaisie orientale avec un fond de peste, et oui, déjà pas très jojo, et en fait on va suivre Kaz qui a été emprisonné pendant 3 ans, et il revient chez lui, et il se rend compte qu'il y a le roi avec sa nouvelle épouse qui sont un peu... pris refuge dans son château qui est dirigé par son frère et lui il a un pouvoir particulier, c'est qu'il peut voir les morts. À peine il revient, le bébé royal manque de se faire assassiner et donc lui il va commencer à enquêter pour voir qui voulait assassiner le bébé. Bon il est très très beau par contre, hein, clairement on va pas se mentir, mais il y avait vraiment beaucoup de potentiel, il y avait des éléments très sympas dans ce livre mais pas du tout exploités. C'est-à-dire que le seul élément qui a été vraiment exploité, c'est qui voulait tuer le bébé. Et très honnêtement, moi à partir du chapitre 3, j'avais déjà deviné ce qui s'était passé. Par contre, tout ce qui était explication de pourquoi il pouvait voir les morts, pourquoi même s'il a eu la peste, il a survécu alors que tout le monde en meurt, d'où vient toute cette magie et tout, ça n'a pas été du tout expliqué. Et en fait, c'était le plus intéressant, donc bof. Voilà, bof. Ensuite, en tout début de mois, j'ai lu Iron Widow de Ziran Zezao, publié à la Martinière Jeunesse. Et là, dans ce roman, c'est un roman de SF fantasy asiatique où on va suivre Wu Zetian. Donc c'est inspiré à la base de la vraie impératrice Wu Zetian, enfin, inspiré. Il y a quelques éléments qui ont été inspirés de sa vie, mais surtout parce que c'était une femme badass et qui en gros se laissait pas avoir par le patriarcat. Moi je trouve que c'est un petit peu le seul truc qui a vraiment en rapport. Donc on va suivre Wu Zetian qui a perdu sa sœur dans les combats de chrysalides. En fait les combats de chrysalides ce sont des espèces... Les chrysalides sont des espèces d'énormes androïdes dans lesquels vous avez un pilote mâle et un pilote femelle pour lutter contre l'invasion des Hundun. Rindin, je sais pas comment ça se dit, mais des espèces de grosses bêtes un peu pas très jojo quoi. En général, la femme meurt souvent parce que ça demande beaucoup d'énergie et que les femmes n'arrivent pas à gérer le ki. Et le ki c'est cette énergie. Et du coup en fait, Wu Zetian, elle est
désespérée d'avoir perdu sa sœur et elle en a marre du patriarcat, elle en a ras-le-bol. Elle pense que les femmes c'est les meilleures, les hommes c'est tous des caca. Et du coup elle va s'enrôler dans l'armée pour essayer de tous les tuer. En gros c'est un petit peu ça l'histoire du début. Ce que j'ai à dire c'est que c'était très original, c'était très sympathique. On sent vraiment la colère de l'auteurice. Et par exemple, Yael explique que les petites filles devaient se bander les pieds, c'est de la torture en fait, pour ressembler à des personnes avec des tout petits pieds. Et c'est vraiment des pratiques qui ont eu lieu et on sent que l'auteurice est vraiment investie dans la cause, que voilà, Yael parle à plein poumon. On sent même que Yael presque crie quand Yael écrit. C'est vraiment... on a vraiment cette rage qui transparaît dans la lecture. C'est assez intéressant et en même temps moi j'ai trouvé que c'était un petit peu trop à mon goût, donc c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est quand même une bonne lecture. La fin elle était vraiment surprenante et du coup j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Ensuite je vais vous parler de Famille Parfaite de Lisa Gardner, donc publié au livre de poche. Il s'agit de la deuxième enquête de l'inspectrice Tessa Leoni et là on va suivre un enlèvement d'une famille entière qui s'appelait Dembe. Sauf qu'en fait il n'y a pas vraiment de traces de lutte et en plus il n'y a pas de demande de rançon, donc Tessa Leoni elle va devoir enquêter un petit peu à l'aveuglette avec son ami le shérif. Et j'ai été déçue de ce livre, j'ai été si déçue parce que j'avais tellement apprécié le premier livre qui était Preuve d'amour je crois. Et bon, j'ai ma copine Axel qui m'a dit que c'était clairement pas le meilleur Lisa Gardner, donc on va passer, hein, c'est pas grave, elle a le droit de se tromper. Mais j'ai trouvé que dans ce livre on était beaucoup trop tourné sur les kidnappés et pas du tout assez sur l'enquête. Et du coup ça tournait un petit peu en rond et puis il y avait des choses pas très intéressantes, des choses un peu grosses, un peu brouillon, enfin j'ai pas été convaincue et l'enquête m'a pas transportée parce que je trouvais qu'elle était pas assez présente. Voilà. Après j'aime bien la relation que commence à avoir Tessa Leoni et son ami le shérif. Je trouve que ça va dans une direction qui me plaît. J'espère que pour le troisième tome elle sera un peu plus présente parce que bah en fait c'est pour elle que j'ai envie de lire cette saga, parce que j'adorais son personnage et là je l'ai vraiment pas assez vu à mon goût, donc j'étais pas... j'ai pas été convaincue quoi par ce titre, mais bon. Je vais continuer à la lire, hein, y a pas de souci. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui m'a vraiment surprise, dans le sens où j'ai lu les 300 premières pages, il y a 600 pages, hein, et je me suis dit je vais arrêter ce livre, je me fais chier. Voilà. Et en fait, bah non, je l'ai continué, finalement je l'ai adoré. Il s'agit de L'Empire d'écume, le tome 1 par Andrea Stewart, et c'est publié chez Brajlon. Alors, je m'explique. Le tome 2 sort bientôt. Je vous en ai parlé dans mes sorties du mois. Et je me suis dit, il faut que je lise le premier quand même, surtout que je l'ai commandé en relié comme un mouton. Il faut que je le lise. Et franchement... Alors déjà, est-ce que vous voyez qu'il y a 600 pages? Non, c'est du papier bible. Hein. C'est vraiment du papier bible, c'est ouf. J'avais rarement eu un livre aussi fin dans les mains. Et les 300 premières pages étaient longues, mais longues. C'était inintéressant, ça avançait pas, le système de magie n'était pas du tout expliqué. Et il y a eu un moment, une rupture, où tout d'un coup c'est devenu super intéressant. Où je pouvais plus m'arrêter de le lire, où je trouvais que vraiment les intrigues enfin se révélaient et qu'on comprenait où l'autrice essayait d'arriver. Et donc du coup en fait c'est trop bizarre parce que si je note la première partie du livre je donne 2 étoiles et si je note la deuxième partie du livre là je lui donne 5 étoiles. Ce qui fait que j'ai fini par lui mettre une note de 4 parce que quand même j'ai vraiment apprécié ce livre. La fin notamment m'a vraiment plu parce qu'elle peut apporter énormément de choses. Retournement de situation, donc qui est le méchant, qui est le gentil. Enfin, ça peut apporter ce genre de questions. C'était pas du tout couru d'avance, c'était assez surprenant. Et je me demande ce que ça va impliquer pour la suite.
Vraiment la fin était, enfin la deuxième partie était vraiment terrible. Du coup, de quoi ça parle? Parce que je vous ai même pas dit le résumé. On va suivre Lynn qui est la fille de l'empereur et dans cet empire du phénix régi par la magie des eaux, qui est une magie très dangereuse, normalement seul l'empereur arrive en gros à l'utiliser, cette magie, lui et son disciple qu'il est en train de former, mais Lynn, elle n'a pas le droit. Et en fait la magie des eaux, c'est grâce à un petit bout d'eau qu'on vous enlève derrière l'oreille quand vous êtes enfant, et en fait ces petits bouts d'eau, une fois qu'ils sont gravés et associés à un ordre particulier, on peut les insérer dans des créatures qui vont suivre ces ordres aveuglément. Et c'est flippant, clairement c'est un peu flippant cette façon de faire. Il y a des passages un peu gore, enfin pas gore mais gênants et vraiment qui font un peu grincer les dents. Mais en même temps, je l'ai trouvé vraiment sympa. Même si le début était long, mais comme quoi, des fois il faut quand même se forcer un petit peu. Mais c'est-à-dire que ça se lisait tellement vite que même si c'était long, je me disais, oh, franchement, j'ai lu 300 pages en un jour, je peux continuer un petit peu. J'ai donné qu'une journée de mon temps à ce livre, je peux continuer. Et du coup, bah j'ai bien fait parce que franchement, la fin était vraiment top. Je pense que l'autrice a eu du mal à mettre son monde en place, mais maintenant qu'il est mis en place, c'est vraiment intéressant. Donc si jamais vous voulez lire et que vous ne l'avez pas lu, attention, le début est long, c'est normal, mais persistez parce qu'après ça en vaut vraiment la peine. Ensuite on va passer à une autre déception, il s'agit de À la Clairefontaine, les enquêtes d'Agatha Raisin de MC Beaton, publié chez Albin Michel. J'adorais cette saga parce que je trouvais que voilà, Agatha Raisin elle était drôle, c'était une quinca un peu voilà démonstrative, rigolote. En fait, à la base, c'est l'histoire d'une quinca qui débarque en pleine campagne anglaise et qui va essayer de remuer un petit peu son monde. Et elle va faire un concours de quiche, et sauf qu'en fait, bah, quelqu'un meurt de la quiche qu'elle a mangée. Et donc, elle va faire équipe avec un de ses voisins pour essayer de mener l'enquête et se disculper. En gros, ça commence comme ça la série. Et là, on en est au 6e tome, je crois. Et c'était pas terrible. Pourquoi? Parce que, bah encore une fois, l'enquête est vraiment mise au second plan. Genre vraiment, elle est quasi inexistante, elle est presque inintéressante même. Et Agatha Raisin, elle est saoulante. Elle se comporte comme une adolescente. C'est vraiment gavant à la fin. Et vraiment, j'ai levé les yeux au ciel tellement de fois dans ma lecture et je me dis, est-ce que je vais vraiment la continuer? Alors qu'au début, je prenais vraiment du bon temps et que maintenant... je suis un petit peu exaspérée, je pense que je vais essayer de faire une autre saga Cozy Mystery parce que ça m'a un petit peu refroidi, on va dire. Je vais garder le meilleur pour la fin, mais je vais quand même vous parler de La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, publié chez Actes Sud. Juste, première chose, avant de rentrer dans le cœur du sujet, il n'y a pas de trigger warning sur les pages de garde. Et c'est bien dommage parce que ce livre parle de beaucoup de violence, de viol, de torture, de temps de guerre, de génocide, enfin vraiment, moi je l'ai lu pendant cette période un peu compliquée de la dernière semaine de février, je pense que vous savez de quoi je parle, pourtant j'ai le cœur bien accroché, mais ça m'a remué, hein. Ça m'a quand même bien remué. Donc je tiens à vous le dire quand même, c'est peut-être pas la meilleure période pour lire ce livre. Après, les personnes qui arrivent à passer au-dessus et qui arrivent à pas trop faire de parallèles, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est important de le préciser parce qu'en plus il n'y a vraiment aucun trigger warning sur ce livre et c'est bien dommage parce qu'il y a quand même des scènes très dures et très violentes à l'intérieur. Donc de quoi ça parle? On va suivre Rin, qui est une jeune fille dans un univers de fantasy asiatique, et la première partie, vraiment le 200 premières pages, même pas, on va suivre Rin à l'académie, en fait à l'académie de militaire pour devenir soldat. Elle a des cours de stratégie, elle a des cours de combat, elle a des cours de méditation, enfin elle a plein de cours. Ça donne un côté presque Harry Potteresque à tout ça. Et puis la guerre éclate, et là on passe directement dans quelque chose de complètement différent sur la guerre, clairement, hein, la guerre, voilà.
guerre très sanglante, sans merci, avec des scènes très très dures. Et c'est très étrange parce que on passe vraiment d'un petit côté presque young adulte à vraiment de la fantasy martiale adulte, dure, dans le cœur du sujet, on y est. Et voilà, je pense que c'est important de le préciser quand même. J'ai vraiment apprécié vraiment beaucoup ma lecture parce que objectivement je trouve que c'est un livre qui est ultra bien fichu, qui est très bien écrit, qui est haletant, qui nous tient, voilà, on a envie de savoir ce qui se passe, on a peur pour les personnages, on a une palette d'émotions, la tristesse, la colère, la surprise, voilà, ce livre nous emporte vraiment dans plein de situations et d'émotions différentes. Il y en a qui détestent le personnage principal parce qu'elle est un peu... elle a les idées bien arrêtées quoi, mais moi ça m'a pas dérangé, je l'ai pas trouvée si agaçante que ça, je trouve juste que voilà c'était une adolescente en colère et paumée et faut pas oublier qu'elle avait 16 ans au début du livre, quand même je pense, et que pendant la guerre elle a 18 ans donc c'est normal qu'elle réagisse encore un petit peu comme une ado, je pense que voilà, et je vous dis ça mais moi j'ai vraiment pas trouvé ça flagrant, c'est en lisant les commentaires après l'avoir lu que j'ai fait ah bon. Ah bah moi je vais pas trouver. En gros c'est ça. Ce qui est un peu particulier avec ce livre c'est que même si je l'ai adoré, j'ai un goût amer dans la bouche par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et du coup je pense que je l'aurais lu bien avant. Je l'aurais... Vraiment ça aurait été un coup de cœur. Un coup de cœur ultime. Mais du coup là... les choses font que... Enfin voilà, il y a un truc qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais je vous le recommande à 1000%, même si peut-être pas cette semaine parce que voilà il se passe des choses en ce moment, on peut que faire le parallèle. Mais voilà c'est un très bon roman. J'ai demandé à Actes Sud parce qu'il est sorti en 2020 et pour l'instant la suite n'est pas encore au catalogue, mais ils vont pas arrêter la série pour le moment, mais juste la suite n'est pas encore prévue. Voilà, c'est un peu dommage parce que bon... La série est terminée, hein, donc je vois pas pourquoi ils prévoient pas de sortir la suite pour le moment, mais bon, bref. Donc voilà. Et sur une note un peu plus légère, et encore, mon gros coup de cœur de ce mois-ci, il s'agit du tome 2 de Nevernight, donc les grands jeux de J. Christophe, publié chez De Sexus. Alors là, dans ce livre, on va suivre Mia, qui est un assassin à la botte de l'église rouge. On va pas trop non plus spoiler le tome 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mia, elle a vu sa famille se faire décimer devant elle et c'est pour ça qu'elle est autant assoiffée de sang. Dans le premier tome, on la suit en train de faire son apprentissage d'assassin justement. Et là, je peux pas vous dire exactement ce qui se passe parce que sinon c'est un peu spoilant. Mais en gros, une de ses missions va la conduire à être dans une équipe de gladiateurs et à combattre pour essayer d'atteindre le but de sa mission. Franchement c'est très vague, mais je peux pas vous dire plus. Voilà, j'adore Nevernight. C'est une de mes sagas préférées je crois. Le monde est super, il est génial. Il y a cette notion d'ombre en fait qui sont une part entière des personnes qui sont des enténébrés, ça s'appelle. Donc Mia par exemple elle a un chat en ombre qui est toujours avec elle qui s'appelle Gentilhomme et qui a exactement le même caractère qu'elle, c'est-à-dire qu'il est têtu comme une mule et très sarcastique. Et j'adore le personnage de Mia, je trouve l'univers créé par l'auteur vraiment surprenant. Je fais partie des personnes qui adorent les notes de bas de page, même si elles sont très longues parfois, parce que ça apporte vraiment une dimension en plus à ce monde. Et je le trouve très graphique, je me représente toujours les images genre super clairement dans ma tête. Et je pense que ça pourrait faire des films ou une série, mais incroyable, ça pourrait être génial. D'ailleurs dites-moi qui vous verriez en Mia, parce que moi j'ai pas encore fait mon choix. Si vous l'avez lu, qui est-ce que vous verriez comme actrice en Mia? Parce que moi j'arrive pas à me décider, il y en a aucune qui vraiment pour moi voilà est l'essence de Mia. Le dernier tome va sortir en mai et c'est une trilogie terminée, ce qui veut dire qu'on va devoir dire au revoir à Mia et à Gentilhomme, et ça je suis pas prête. Et en même temps j'ai trop envie de lire la suite, mais genre trop. Donc bah va bien falloir hein.
se relire une petite bricasse, hein, une petite bricasse d'ailleurs qu'on a lu très rapidement. Hein. Enfin bref, du coup, c'est vraiment mon coup de cœur de février. Et si vous ne connaissez pas encore Nevernight, allez-y, allez-y, franco. Par contre, il y a des scènes explicites, que ce soit de meurtre ou de sexe, je tiens à vous le dire, si jamais vous êtes un peu frileux sur ça. Il y en a quelques-unes, hein, mais vraiment, mais découvrez cette saga, elle est incroyable, elle est géniale. Et oh là là, c'est vraiment un univers que j'adore. Et ceci clôt ce très long update lecture sur mes lectures de février. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel de ces livres vous avez lu et vous avez aimé. En ces temps un peu troubles, j'espère que vous arriverez à vous évader à travers la lecture. Donc je vous souhaite de très belles lectures d'autant plus. Et on se retrouve très bientôt. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais des bisous.